crosses your mind while we talk here? Okay, we have invited for this discussion two top athletes with brilliant dual careers, and I would really like to start this discussion off with you. Debbie, you are a three-time medalist, and a three-time Olympic medalist. You are a four-time medalist at World Championships. Today you are a coach. What came first? Was it always the career or your studies? It was always my studies. I think just like with everything we spoke about earlier, awareness and education, it was communicated with me that being an athlete at any time, you know, that an injury may occur. So usually the thing you have to fall back on is your education and your studies. So that was priority for me. But I love the sport that I did so well. They went hand in hand and they worked well together. But it was always education. Did you never have to make trade-offs? Always. You know, there were years where one particular year I had to sit out a whole year from training and just had to focus on my academics. And it's very difficult to tell an athlete, you know, a horse in a stable that you cannot run or you cannot compete. But, you know, like I said, priority was my academics, my education, and no matter what trade-off I made, it's nothing compared to that. Because sports, we know, is short-lived. It's important, the honor you get to represent your country, you know, whether it's at the World Youth or at the Olympic Games, it's an honor. However, you know, at the end of the day, people memory are very short-term. And so at the end of the day, you have to make sure that how you approach it and how it's done, not in a sense to put that first, but yes, your education has to be first. So for you, education came first, yes. But I think it was a little bit different for you, Léonore. C'était différent pour vous? Oui, vous avez mis la priorité sur votre carrière sportive? Alors, en fait, il y avait un élément essentiel, c'était que je savais que je ne voulais pas ne pas faire d'études. Mais il s'est trouvé qu'à 18 ans, donc en 2002, la structuration, les possibilités qui m'étaient offertes à l'époque ne me permettaient pas de suivre la voie que je voulais suivre au niveau professionnel, donc devenir ingénieur du son, et en même temps intégrer le pôle France. Les choses ont changé depuis sur l'adaptation des possibilités d'études. Donc à ce moment-là, je souhaitais absolument devenir athlète de haut niveau dans ma discipline, donc j'ai fait ce choix-là. En revanche, ce n'était pas pour abandonner les études, au contraire, j'ai cherché des études qui pourraient me permettre de suivre un projet peut-être un peu moins clair, mais dans lequel je pourrais malgré tout m'épanouir. Et voilà, donc j'ai choisi des études qui m'ont permis plus tard d'intégrer Sciences Po et d'intégrer les organisations sportives en France. Et ce qu'il faut dire, c'est aussi que le système en France le permet. Oui, tout à fait. J'ai eu des aménagements à l'université qui me permettaient dans le même temps de m'entraîner en haut niveau. Ces aménagements-là, malheureusement, n'étaient pas possibles à l'époque sur la formation d'ingénieur du son que j'avais envisagée si le sport n'avait pas fonctionné. Donc, je dirais que c'était pas que un choix vers le sport, mais c'était un équilibre en fonction des possibilités du moment. Now, athletes, they win medals for their countries, so they are ambassadors for their countries. Monsieur Crequet, why is it important for a country to have and also to support top athletes? I think first of all, the people who are dedicating so much time of their life for sport should be anyway supported, and they should get help. But it is also nice when it comes to the reputation of the country. If you have people that are outstanding, and we had quite a couple of those people, and our cyclists were known in San Francisco, whereas I'm not sure if the people know where exactly Luxembourg is located. In terms of nation branding, a lot of people talk about nation branding. What does Luxembourg stand for? So it's quite good to have top athletes representing the country. Look at Iceland for the moment.
they are brilliant in the number of competitions, whereas there is only 300,000 people. And in many articles now you see that this country is going forward. They had such a long history of problems, but now they are really the country that is modern, that is outstanding for the way they have organized it all. So it's a good example because it's more or less the number of people that have Luxembourg passport that we have. Mm. Debbie, you always considered yourself as an ambassador for the Bahamas, right? Yes, always. From the beginning? Even I think when it's you something, started? yes, it's something that I learned from a young age. You know, and I think for most people who really don't understand my story, coming from, you know, what you would call from poverty, you know, kids hanging out on the street and getting into mischief, and you know, I realized at the end of the day, okay, I get a chance to travel for my country. Okay, that is awesome. I get a chance to travel here, and the kids, I was like, hey, I saw you on TV. You know, good job. We're so proud of you. And learned from a young age that it was something positive to do, and that yes, you are an ambassador, and you know, you make a difference in people's lives. And it's not just about the sports. It's about, you know, as everybody talked about, the holistic well-being of an individual, and you know, having an impact on your country, on people, on kids, on elderly, no matter what it is. So I take that role seriously, and it is an honor and a privilege, and yes, very thankful for the opportunity. Cela a été un peu différent pour vous, Léonore. C'est beaucoup plus tard que vous avez réalisé que vous êtes en fait une représentante de la France à l'étranger. Oui, alors le cheminement était peut-être un petit peu différent. Moi, je suis venue à l'escrime relativement tardivement. J'ai découvert le haut niveau relativement tardivement, et les choses sont allées assez vite. Et finalement, se sont plus construite autour d'abord du projet sportif, du projet collectif, et finalement la prise de conscience du rattachement à mon pays s'est faite une fois arrivée dans les grands événements, une fois au sein d'une équipe de France qui a remporté des médailles, avec voilà, une compréhension aussi de ce que l'État français me permettait de faire en tant que sportive et en tant qu'étudiante, qui est venue avec le temps. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont on n'a pas forcément conscience à 18 ans, et à 25 ans, on se rend compte des infrastructures sportives qui sont mises en place, on se rend compte de l'accompagnement sur justement cette question du double projet qui est possible en France, et voilà, des différents dispositifs qui sont mis à notre service. Donc ça s'est fait progressivement dans le temps, et je dirais c'est une construction de citoyens aussi. Now, before we continue to talk, I would like to talk that we discuss briefly or present the support structures that exist here in Luxembourg. Monsieur Criquet, c'était votre idée de lancer l'idée d'un sport-lycée, donc d'une institution où les élèves puissent combiner le sport et aussi les études. Était-ce difficile à l'époque de faire accepter l'idée d'un sport-lycée ici au Luxembourg? Je crois qu'en général, ça aurait été difficile, mais j'ai eu la chance d'avoir deux arguments. Premièrement, j'avais un emplacement, et la ministre en charge cherchait toujours des emplacements pour des lycées. Et deuxièmement, par cette porte un peu spéciale, elle allait avoir un lycée en plus. Ça fait que la ministre en charge de l'éducation était totalement de mon côté, bien qu'elle n'étant pas une sportive comme on aurait pu imaginer, mais on était à ce moment-là des complices, et le sport lycée s'est fait. Donc j'avais des arguments, et de l'autre côté quelqu'un qui avait des intérêts également, et ça n'arrive pas souvent en politique. Monsieur Maïch, est-ce que vous considérez le sport lycée comme un succès aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres? Il y a combien d'élèves Absolument, je peux vous confirmer que c'est un succès. Au niveau des chiffres, on a à peu près 340 élèves qui profitent de ce lycée, et qui leur permet alors de combiner leur activité sportive à un certain niveau avec leur scolarité, hein, parce que ça va jusqu'au bac. Bien sûr, il y a, vous l'avez
discuter maintenant de la question l'université. Le sport, c'est quelque chose qui n'est pas encore tellement bien réglé, mais on voit que pour les jeunes qui font partie de cette équipe au Sport Lycée, ils ont quand même des aménagements très favorables pour permettre les deux activités, l'activité scolaire et l'activité sportive. Et je crois qu'ils sont également bien entourés, bien encadrés, et que le sujet, comment on peut combiner les deux, scolarité et sport, est un sujet qui est discuté en permanence dans le Sport Lycée. Et ça les prépare bien évidemment à des décisions qui s'imposent à la sortie d'un tel lycée, comment ils vont planifier leur carrière, comment ils vont prendre leur choix, quelle sera la préférence, soit le sport, soit la carrière professionnelle. Donc tout ça est déjà un sujet à l'intérieur du sport lycée. Et combien se lancent dans une carrière de sportif de haut niveau? Vous avez un pourcentage? Ça dépend bien évidemment d'année en année, mais il y a à peu près 10% qu'on retrouve par après au niveau d'une carrière sportive internationale, disons. Donc, à peu près une trentaine d'élèves qui font le bac cette année-ci, et on a quand même 3 à peu près qui vont se lancer au niveau d'une carrière internationale. Donc, ça fait en moyenne un pourcentage de 10%, mais les autres aussi, on les retrouve dans toutes les équipes au niveau national, déjà à très haut niveau. Et je crois qu'également pour ceux-là, il faut mettre quelque chose en place qui leur permet justement de s'engager au niveau sportif, parce qu'on ne sait pas à l'âge de 12 ans, quand on entre au lycée, est-ce qu'on sera un sportif de haut niveau, au niveau international? Ça, personne ne peut prédire, donc il faut avoir une base assez importante pour après sortir 3-4 par année. Maintenant, il n'y a pas seulement le Sport Lycée pour se lancer dans une carrière sportive. Il y a également la section sport de l'armée. Monsieur Schneider, qu'est-ce qu'elle offre, cette section? Comment ça fonctionne? Oui, je crois qu'effectivement, en dehors donc, du Sport Lycée, où j'ai eu effectivement la chance de travailler en continuité avec l'expérience de Jeannot Créquet, qui avait donc quelque sorte lancé ce Sport Lycée, où j'ai eu la chance effectivement de légaliser ce Sport Lycée également, parce qu'auparavant c'était seulement une annexe en quelque sorte à notre lycée. Mais je crois qu'en dehors de cela, on a également des centres de formation qui existent, des centres de formation au niveau football, par exemple au niveau du basket. Et à côté de ça, on a naturellement la possibilité, avec la section sport armée, où là, il y a la possibilité pour des talents, tout simplement, d'avoir le temps nécessaire pour faire donc leur pratique, leur entraînement de sport et dans une ambiance très correcte. Comment est-ce que ça fonctionne à l'armée? Bon, dans l'armée, je crois qu'effectivement, il y a naturellement un certain temps où ils doivent faire le même travail, les mêmes exercices pour entrer dans l'armée. Par après, ils ont quand même une certaine liberté pour pratiquer leur sport et pour tout simplement également commencer à élaborer leurs talents dans les différentes disciplines, que ce soit au niveau individuel surtout, mais également dans les disciplines collectives. À côté de l'armée, nous avons également le comité olympique qui accompagne et qui est promoteur du sport d'élite. Monsieur Marc, de quelle manière accompagnez-vous les sportifs de haut niveau ici au Luxembourg? Au départ, la politique du comité olympique est de détecter, de développer et d'appuyer les sportifs des différentes disciplines qui ont un projet de vie, qui veulent aller vers le haut et parfois vers le très haut. Et c'est un peu dans la logique même du fonctionnement d'un comité olympique national de s'occuper de son élite sportive. Ce n'est pas la seule tâche, mais c'est sûrement celle qui est le plus visible dans un contexte national. Comment est-ce que vous le faites Bon, concrètement? Parce que vous les financez aussi. Il y a des cadres de sportifs d'élite qui sont le top de cette politique d'appui, qui a également une base plus large, appui au sport de compétition. Au niveau sport d'élite, il y a des critères qui sont fixés dans chaque discipline sportive par rapport au niveau mondial ou au moins européen. Donc ce n'est pas être champion du Luxembourg et profiter d'un appui. Il faut être d'un niveau européen conséquent. Vers le tout haut,
Les athlètes qui préparent les Jeux olympiques, par exemple, nous avons des contrats olympiques qui concrétisent ce qu'il y a dans cette vision individuelle de chaque athlète et où nous insistons à ce que tous les ingrédients possibles, c'est ce qu'on a appelé cet après-midi l'environnement au sens large, familial, estudiantin si c'est le cas, professionnel si c'est le cas, les entraîneurs de club et de la fédération doivent aller dans une direction. En ce qui concerne la carrière duale, vous dites qu'il y a un problème ici au Luxembourg, non pas au niveau des études secondaires, mais par la suite. Qu'est-ce qui manque ici au Luxembourg? Les discussions sur le sujet double carrière sont relativement récentes. Ce que nous avons en place à l'heure actuelle, c'est plutôt des choses partielles, mais pas suffisamment systématiques et structurées. Et donc il y a beaucoup de cas qui ont trouvé une solution satisfaisante, mais sans être systématique et sur une échelle plus large. Reste à voir d'ailleurs où on met le curseur pour le niveau. Okay. There's a very good example of how to combine sports and studies in France. We're very happy to have Michel Godard here who can tell us a bit more about this special structure in France. À l'INSEP, Monsieur Godard, vous avez un département orientation, formation, accès à l'emploi et reconversion. Le titre du département est assez long. Comment fonctionne ce département et à quel public s'adresse-t-il? Alors, ce que je voudrais dire, c'est le mot de double projet, de double réussite en France date d'une loi, de la loi Avis en 1984. Alors nous réfléchissons depuis 1984 à ce double projet, ce qui fait qu'on a des expériences que nous souhaitons et que nous voulons partager. À l'INSEP, c'est 600 sportifs de haut niveau, 23 fédérations sportives. Ce sont des sportifs de 15 à 35 ans. L'INSEP, c'est plus de la moitié des médailles olympiques. C'est une délégation environ de 120 sportifs de haut niveau qui iront à Rio. Et c'est aussi l'INSEP avec ce qu'on peut appeler ses satellites et ses autres établissements, c'est-à-dire les 16 CREPS et autres établissements qui sont en France et qui contribuent aussi à la réussite des sportifs de haut niveau. Alors DOFER, rapidement, a tout son sens. Département de l'orientation. Comme je disais tout à l'heure, nous prenons le temps de parler avec chaque sportif de son projet professionnel de demain, soit en parallèle à sa carrière, parce qu'il n'y a pas d'économie dans son sport et qu'il devra mener de front la carrière sportive, mais aussi la carrière de formation, comme c'est obligatoire Léonore. Aussi, hein. Il faut peut-être le mentionner, c'est obligatoire. C'est obligatoire, bien les sûr. Les sportifs doivent avoir un double projet. Exactement, vous avez raison. La deuxième lettre, c'est la formation. Nous avons évidemment des formations scolaires, universitaires, des formations professionnelles et des formations des sportifs qui sont en formation grandes écoles. Accès à l'emploi, parce que nous avons depuis quelques années recruté des spécialistes de l'emploi, des spécialistes de recrutement, chasseurs de tête ou des gens qui ont travaillé en cabinet ou en pôle emploi pour justement mieux analyser le parcours de formation et le projet professionnel et le lier avec le monde de l'entreprise. Je serai amené à y revenir. Et puis, reconversion, parce que, comme on l'évoquait tout à l'heure, la reconversion, c'est en fait des sportifs qui ont oublié leur double projet à un moment donné, qui l'ont oublié parce qu'ils sont devenus sportifs professionnels en cyclisme, en football, en handball, et puis qui tout d'un coup se disent « et ma reconversion, mon deuxième métier, ça sera quoi ?» Eh bien, nous avons une cellule et nous occupons de 70 sportifs de haut niveau qui sont particulièrement en reconversion. Maintenant aussi, vous posez vos conditions aux facs et aux grandes écoles avec lesquelles vous travaillez. Vous posez des conditions, ils doivent donner des aménagements flexibles aux sportifs, sinon vous ne travaillez pas avec eux. Alors, quand j'ai commencé dans ce travail-là, il y a à peu près 30 ans, où je pense mon collègue Dominique Delon, qui est dans la salle, on allait voir
on allait dans les facs, dans les universités, les établissements scolaires, et puis on leur disait, vous ne pouvez pas nous faire des aménagements pour nos sportifs de haut niveau, vous ne pouvez pas nous faire des aménagements, sauf que maintenant, on a renversé le raisonnement. Et le raisonnement est le suivant, c'est si vous avez des aménagements, vous aurez des sportifs de haut niveau, parce que le sportif de haut niveau vous apporte quelque chose. Si vous n'avez pas d'aménagement, vous n'aurez pas de sportif de haut niveau. Et je peux vous dire que le renversement de cette réflexion-là a permis de changer vraiment la posture dans laquelle nous étions. Alors, nous n'avons pas toutes les facs, toutes les grandes écoles, nous n'avons pas tout. Mais on commence à avoir un certain nombre de grandes écoles. On travaille avec l'EDEC, on travaille avec l'école de management de Grenoble, on travaille avec le PSCP Europe pour les grandes écoles, on travaille avec des grandes universités comme Dauphine, Paris 6, Paris 5, Paris 12, Paris 11, on travaille avec des établissements scolaires, on travaille avec... Et les gens, maintenant, c'est pas difficile, la semaine dernière, je rencontrais HEC. Donc ça veut dire que maintenant, les écoles se disent « Ah, un sportif de haut niveau, comme on le disait tout à l'heure, développe des compétences qui se transforment en ressources. Et nous, peut-être que ces ressources-là, on est intéressés. » Donc, le discours est inversé et la posture n'est plus la même. Debbie, how was it in the US? You got a scholarship at the University of Georgia in the US. How flexible were they? Very flexible, because everything is based on, the student athlete. And as I said, there's a condition. If the student athlete is not producing the grades, then they won't be eligible to compete. So, everything has to do with you performing well in the classroom, and then you take that onto the track. So you get a chance to, go to your classes in the mornings, and then there's normally breaks anytime after 2:30 where we make a provision for training, and we fit that in, and that's how get it done. Now you are a coach. Do you support also the studies of your athletes? Of course. As a coach, as a parent, the goal is for them to do it better than I did. And so, like most youngsters, you have to be able to coach them into, this is for your future. I know you prefer the athletic side of things, but you're not going to be young forever. You're not going to be as fast or as strong forever. And so this is something that you have to invest in you for afterwards. And so this is priority. Like I said, been there a year now, and we've raised the GPA to an average of 3.2, which before it was more 2 point, maybe 2.5 or lower. And they think most athletes, yes, you're dumb, you cannot perform in the classroom, and so you have to do something, but it's not true. At the end of the day, I think a lot of the kids don't apply themselves very well and just need to be pushed and encouraged. And, it's with work, but it's worth it. Mm-hmm. How do you motivate your athletes? What is most important? Each athlete is different. You just got to find out what they respond to, because this generation is it's a little bit different from, I think, I could use my era. A lot of times you didn't have to tell me to, we provide tutors for them, go to study hall, get that in, study for your tests. I did it. But with them, you have to make sure that they're a little bit more proactive. So we have meetings twice a week with an academic counselor, making sure that, okay, you have this assignment. We have a very good communication with the tutors and the professors. So if somebody didn't show up to class, we know about it. Before we even get back to where we're training, we already know about it. So we're asking them to say, why weren't you in class? And it's just really a proactive thing. Like we always said, the coaches, the professors, the parents, everybody has to be in on it. We have to work together. And so I think that's one thing that we're able to, it's not flawless, but we're trying to perfect. So it's not sports versus studies, but it's the combination of the two. Yes. That you really make sure yes. that the athletes yes. does. Okay.
Léonore, vous avez eu un statut de haut niveau sportif en France avec de nombreux avantages, mais vous, d'après vous, ce système ne fonctionne pas si bien que ça parce que, d'après vous, les entraîneurs doivent faire davantage, ils doivent davantage adhérer au double projet, parce que ce n'est pas le cas. Il faut le dire, ce n'est pas le cas. Alors, il y a deux choses. D'une part, le système d'aménagement, il fonctionne plutôt bien. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai bénéficié de manière positive. C'est-à-dire que j'avais pour être plus précise, j'avais le choix dans les cours que je pouvais sélectionner, aux horaires que je souhaitais. J'ai pu avoir des reports ou des étalements d'études. Et donc, en ce sens, ça m'a permis d'avoir une scolarité, enfin, une vie étudiante plutôt harmonieuse. Là où il pouvait y avoir des difficultés où parfois je ne sentais pas forcément mon double projet complètement accepté par mes entraîneurs. Et pourtant, j'ai été plutôt chanceuse dans ma carrière, je pense. Mais c'est vrai que parfois, quand on demande à décaler un entraînement ou on demande à arriver un petit peu en retard avec 2 jours de retard sur un stage si on a un examen important, j'avais encore à l'époque, et je pense qu'il y a encore un travail à mener auprès des entraîneurs, le sentiment que je gênais le programme ou le projet qu'on avait pour moi. Et dans ce sens, je pense que le soutien des entraîneurs et des fédérations à leurs athlètes en double projet est essentiel, d'une part pour la vie de leurs athlètes et la vie future de leurs athlètes, mais aussi en matière de performance sportive, parce que je pense que plus l'athlète est serein et confiant dans son double projet et dans sa manière de le mener, plus il pourra être performant en compétition. Donc je pense effectivement qu'il y a encore une sensibilisation et un travail à mener auprès des entraîneurs, même s'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Voilà, il y a encore, ces deux mondes doivent encore apprendre à mieux travailler ensemble. Mm-hmm.